politique en France difficile. Comment nos voisins européens nous observent-ils? Mais d'abord, c'est un pays en alerte maximale qui accueille un sommet européen demain, le Danemark, alors que des sites sensibles, aéroports, bases militaires ont été survolés à plusieurs reprises par de mystérieux drones ces derniers jours. La France a envoyé des moyens anti-drones en renfort. D'autres pays européens ont fait face à ce type d'incursion ces dernières semaines. Y voyez-vous d'abord la main de Moscou, Nathalie Loiseau? Mais qui d'autre? D'abord, ça a été très clairement établi pour les survols d'avions russes au-dessus de Pays-Baltes, au-dessus de la Pologne, de la Roumanie. Et sur les drones, qui d'autre a intérêt à faire peur aux Européens, à nous faire penser à autre chose qu'à l'Ukraine, mais plutôt à nous-mêmes, et à s'en prendre au Danemark, le pays qui aide le plus l'Ukraine par tête d'habitant, le pays qui, vous l'avez dit, reçoit les dirigeants européens aujourd'hui pour un sommet qui est consacré à l'Ukraine et à la défense. Donc vous ne croyez pas aux dénégations russes? Écoutez, s'il fallait se mettre à croire à la propagande russe, vous vous souvenez que la Russie avait dit qu'elle n'attaquerait jamais l'Ukraine. Nathalie Loiseau, il y a un navire fantôme russe qui a été repéré depuis 2 jours au large de Saint-Nazaire. Oui. Ce même bateau qui avait été repéré par les enquêteurs danois. Il aurait pu servir de plateforme de décollage. Une enquête est ouverte. Une enquête est ouverte. On attendra d'avoir des précisions. Bien Qu'est-ce que sûr. vous pouvez nous dire sur ce D'abord type que de bateau? c'est important qu'il y ait des enquêtes européennes, et ça sert à ça la coopération policière européenne. Ensuite, les navires fantômes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des navires souvent en fin de vie, que la Russie utilise pour exporter clandestinement du pétrole, pour échapper au système mis en place par l'Union européenne. Mais ces navires, ils sont soupçonnés, par exemple, d'avoir sectionné des câbles d'Internet en mer Baltique à plusieurs reprises. Et maintenant, la question se pose de savoir comment les C'est des drones... câbles sous-marins, pour qu'on comprenne bien. sont des câbles sous-marins, et on voit, quand on suit la trajectoire de ces navires, qui repassent à plusieurs reprises à l'endroit où un câble finalement est sectionné. Donc on se doute que c'est ça qui est arrivé. Tant qu'ils restent dans les eaux internationales, on ne peut rien faire. On peut pas leur dire de partir, on peut pas les arraisonner, on peut rien faire. Dans les eaux internationales, c'est compliqué. En revanche, dans les eaux territoriales, ils peuvent être arraisonnés, et une enquête doit être menée, évidemment. Et il faut craindre et on quelque a chose resserré, nous Européens, les sanctions et le contrôle de cette flotte fantôme, qui est un moyen pour la Russie à la fois de contourner les sanctions et d'essayer d'intimider les Européens. Le but, il est toujours le même, que nos opinions publiques... Justement, c'est de nous déstabiliser de l'intérieur. Exactement. Quel intérêt à Moscou à déstabiliser les Européens? Que les Européens se disent d'abord, c'est nous qui devons être protégés plutôt que d'aider l'Ukraine. Donc protégeons notre ciel, laissons tomber les Ukrainiens, ou bien que les Européens se disent vraiment la Russie est très forte, elle est très puissante, elle est très menaçante, à un moment où, on le sait, la Russie piétine en Ukraine. Elle a pris depuis 2022 1% du territoire ukrainien. Quand on voit la disproportion entre l'armée russe et l'armée ukrainienne, ça n'est pas un succès pour la Russie. Donc il faut que ce soit nos opinions qui soient manipulées. C'est ce qu'on appelle l'ingérence. Ça arrive tout le temps, c'est arrivé en Moldavie, c'est arrivé en Roumanie, c'est arrivé partout en Europe. Ça peut arriver demain dans une élection en France. Donc vous nous parlez, c'est passionnant, surréaliste, de cette flotte fantôme qui à la fois transporte... Non, mais je dis pas que ce n'est pas réaliste, c'est incroyable. C'est à la fois du pétrole, ils peuvent potentiellement couper les câbles sous-marins et transporter des drones. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine, par cette flotte fantôme et ses différents proxys, ou directement, prépare une nouvelle attaque contre l'Europe et contre la France, contre l'Europe en tout cas, c'est ce que pense et ce que dit Volodymyr Zelensky? C'est ce que disent les services de renseignement allemands, polonais. Ils disent d'ici 5 ans, si nous, Européens, ne faisons pas ce que nous avons à faire, c'est pas une fatalité. Si nous ne faisons pas ce que nous avons à faire, si nous donnons des signaux de faiblesse et non pas de fermeté, nous courons le risque d'une attaque sur un pays européen. Et justement, comment contrer cette menace? La Commission européenne envisage notamment de créer un mur anti-drone sur le flanc est de l'Europe. Écoutez ce qu'en pensait sur France Info tout à l'heure un ingénieur expert des armes. Le meilleur moyen pour un drone de franchir une frontière, c'est par la poste. Donc, toutes les idées de barrages, sorte de lignes Maginot anti-drone que l'OTAN veut dresser à l'Est, sont des tentatives vouées à l'échec par avance. Voilà, c'était Marc Massilia, ingénieur expert en armes sur France Info. Vous y croyez, vous, à ce mur anti-drone? Vous entendez ce qu'il dit? Le meilleur moyen d'en envoyer un, c'est par la poste. Mais il a raison. Et à partir de là, la ligne Maginot, ça n'a pas très bien marché. On s'en souvient. Historiquement, non. Il faut protéger notre flanc Est, qui est plus exposé
que d'autres. Mais nous sommes en réalité tous à la merci d'une opération qui peut être menée contre des infrastructures stratégiques en France. D'accord, mais pour revenir au mur anti-drone dont tout le monde va parler aujourd'hui au Danemark, ça sert à quoi? C'est quoi? Alors concrètement, ce sont des radars, ce sont des capteurs sonores qui permettent d'entendre arriver les drones. Ce sont des brouilleurs qui empêchent le drone d'arriver jusqu'à sa cible. C'est une espèce de dôme de fer en fait européen? Non, pas du tout. Rien Parce à voir. que le dôme de fer, c'est un truc hyper technologique, hyper coûteux. Et ce qu'on a fait en Pologne, par exemple, en abattant des drones avec des avions de chasse, c'est ce que j'appellerais le marteau-pilon pour écraser une mouche. C'est une disproportion de moyens. Un drone, ça coûte très peu cher. Et comment on écrase les mouches? On écrase les mouches. Si on n'envoie pas des rafales, comment on fait? Vous savez qui le sait? Est-ce qu'on ne ferait pas comme les Ukrainiens? Qui le sait? Ce sont les Ukrainiens. Alors expliquez-nous pourquoi ils y arrivent et pas nous. Vous connaissez bien ce terrain. Ce que je vous expliquais, c'est-à-dire les capteurs sonores, c'est une méthode qui a été mise en place par les Ukrainiens. Aujourd'hui, l'armée française est en train de réfléchir à, je ne vais pas dire bricoler, mais transformer des vieux canons, des vieilles mitrailleuses, parce qu'un drone, ça n'a pas besoin de plus. Et une balle, il tombe. Une balle, il tombe. C'est un tout petit... Mais enfin, en tout cas, il n'a pas besoin d'un missile pour être abattu. Et puis surtout, il faut les abattre. Et la question qui se pose aussi, c'est comment est-ce qu'on dissuade la Russie de survoler nos espaces aériens souverains avec des avions de chasse. Imaginez si des avions de chasse européens volaient au-dessus de Kaliningrad, cette exclave russe, en territoire polonais. Ça déclencherait des hurlements russes. C'est ce que les Russes font aujourd'hui en Europe. Il faut absolument les dissuader, pas forcément par des survols. La riposte dans ce genre de situation... Quelle doit être la riposte? Parce que Emmanuel Macron dit qu'il faut hausser le ton. Il faut hausser le ton. D'ailleurs, l'OTAN travaille à ça et à changer ses règles d'engagement, ce qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'un État qui fait l'objet de ce type de menace peut décider de riposter. Et quand Trump dit qu'il faut abattre les avions russes, justement. Écoutez, en 2015, il y a un avion russe qui a survolé la Turquie pendant 12 secondes. Il a été abattu. Depuis, il n'y a plus d'avions russes. Par Erdogan. Depuis, il n'y a plus d'avions russes qui survolent la Turquie. Nathalie Loiseau, un dernier mot, vous parliez des élections présidentielles. Il faut se préparer de l'élection présidentielle en 2027 à avoir des ingérences russes pendant la campagne. Il faut d'ores et déjà. On en a déjà aujourd'hui. Vous avez vu les mains rouges sur le mur des Justes, les étoiles bleues sur les murs de Paris, récemment les têtes de cochon devant des mosquées. Tout ça a été des opérations de déstabilisation avec des agents qui travaillaient pour la Russie. Donc on en a entre les élections. Mais au moment des élections, nous sommes le pays européen, après l'Ukraine, le plus ciblé par la désinformation russe, nous, la France. Plus que les autres pays européens. Plus que n'importe quel autre pays européen, parce que nous avons nos fragilités, parce que nous avons des partis extrémistes très hauts dans les sondages et que, en quelque sorte, ça vaut la peine d'appuyer sur ce qui fait mal, de mettre du sel sur nos plaies pour quel résultat? Pour essayer, vu de Vladimir Poutine, d'avoir au pouvoir en France un parti qui lui est favorable. Donc oui, attendons-nous à ce que nous avons vu en Moldavie, ce que nous avons vu en Roumanie, nous arrive en France. Bravo les Moldaves, Marine Le Pen dément catégoriquement tout lien avec Vladimir Poutine, parce que c'est elle que vous citez entre les lignes. Alors, est-ce qu'on peut se rappeler qui s'est présenté pour le Rassemblement national à l'élection partielle dimanche dernier? Thierry Mariani. À Paris, Thierry Mariani, dont le soutien à la Russie, il n'en fait pas mystère, il en fait même son fonds de commerce, et moi je regarde comment vote le Rassemblement national au Parlement européen, naturellement que, comme tous les partis qui sont liés ensemble, le Fidesz d'Orban, etc., ils sont tous favorables à Vladimir Poutine. Le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent au sommet danois aujourd'hui, la question des avoirs russes gelés. La Commission propose de transformer, on parle quand même de 176 milliards d'euros gelés en prêts à l'Ukraine, pour l'aider évidemment à financer la guerre. Est-ce que vous soutenez cette initiative? Je fais plus que la soutenir. Ça fait 1 an que je répète que ces avoirs russes doivent servir à ce que l'on prête à l'Ukraine, dès maintenant, l'argent qui lui revient. C'est un prêt ou un don? En fait, c'est un don déguisé, non? C'est un prêt. Mais on récupérera cet argent? Soit la Russie paye des dommages de guerre
qu'elle doit à l'Ukraine. Il faut que la Russie paye pour la guerre qu'elle a déclenchée. C'est un principe très simple. La Russie sera un jour condamnée à payer ses dommages de guerre. Est-ce qu'il faut attendre ce moment pour prêter de l'argent à l'Ukraine? La réponse est non. Soit la Russie les paye, soit l'Ukraine aura juridiquement le droit de saisir ses avoirs. La France est frileuse, pourtant, Nathalie Loiseau. Frédéric Merz, le chancelier allemand, s'y est dit favorable, mais pas la France pour l'instant. Pourquoi? J'espère que la France va évoluer. J'ai vu une déclaration du ministre français, du ministre allemand et du ministre polonais avant-hier, qui était déjà plus ouverte, et tout le monde le sait, je suis une fervente défenseuse de cette idée, parce que ça n'est pas aux contribuables français de prendre dans sa poche. On sait que nous avons un déficit, on sait que nous avons une dette. C'est à la Russie de payer pour ce qu'elle a fait. Je vous repose ma question il y a quelques secondes. On sait que Kiev ne remboursera jamais ce prêt s'il lui est attribué, on le sait ça, donc c'est une forme de don. Il remboursera avec l'argent russe, soit l'argent que la Russie lui versera, et si la Russie ne lui verse pas cet argent... faudrait-il qu'il gagne cette guerre. Soit l'argent qu'il pourra confisquer. Ces avoirs russes ne doivent... Imaginez une seconde que ces 200 milliards d'euros d'avoirs russes, nous les rendions à la Russie. Est-ce que ça vous paraît envisageable? La réponse est non. Nathalie Loiseau, un dernier mot avant de changer de sujet. Vous qui passez beaucoup de temps à Bruxelles, dans les couloirs du Parlement européen, quel regard ont nos homologues sur la situation française? Est-ce que vous percevez depuis quelques mois et depuis la chute des gouvernements une forme de déclassement français? Je perçois une double incompréhension. L'incompréhension sur la situation politique. Parce que dans beaucoup de pays européens, un parti à lui seul n'a pas la majorité. Et à ce moment-là, ils construisent des coalitions. Regardez en Allemagne, la droite et la gauche ont construit une coalition. Et c'est loin d'être une exception. C'est nous l'exception. Une espèce d'immobilisme politique qui fait que chacun campe sur ses positions et personne ne fait un pas vers l'autre. Ça, c'est la première incompréhension. La deuxième incompréhension, c'est vu le niveau de notre dette, le niveau de notre déficit, quand on compare au niveau de notre débat politique, où un très grand nombre de partis politiques continuent à dire que demain on rase gratis. C'est pas à la hauteur? Et que finalement c'est pas tout à fait grave d'avoir un déficit et c'est pas tout à fait grave d'avoir une dette aussi conséquente. Quand des pays comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce ont fait des efforts considérables, l'Italie également, et qui nous voient, ils ont l'impression qu'on a des soucis de riches, qu'on a des enfants gâtés et qu'on n'est pas sérieux. C'est ce que j'entends tous les jours. Et bien justement, dans un instant, un compromis est-il possible sur le budget? Vous nous direz aussi si la condamnation de Nicolas Sarkozy vous a choqué, Nathalie Loiseau. Mais d'abord, il est 8h46 et c'est l'info en 1 minute avec Manon Lombard-Brunel. Aux États-Unis, 750 000 fonctionnaires sont au chômage technique depuis ce matin, victimes du shutdown. Cette nuit, les dernières négociations entre démocrates et républicains n'ont pas permis d'aboutir à un accord sur le budget. Jusqu'à 4 millions de personnes pourraient ne pas être payées le temps qu'un compromis soit trouvé. En 2018, ce shutdown avait duré plus de 30 jours. Un record, c'était déjà sous la présidence de Donald Trump. Une enquête épidémiologique ouverte dans les Pyrénées-Orientales à Perpignan, où un homme de 25 ans est mort la semaine dernière de la rage. On ne connaît pas encore les causes de cette contamination. La fonte des glaces s'accélère dans l'Antarctique. La banquise d'hiver a atteint son 3e plus bas niveau en près d'un demi-siècle. Un dégel qui est la conséquence directe du réchauffement climatique selon les chercheurs. Et puis la Monf raccroche à 39 ans. Gaël Monfils annonce ce matin qu'il prendra sa retraite à l'issue de cette saison. Le tennisman français, le dernier des mousquetaires, aura remporté au total 13 titres en simple dans sa carrière. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou. Avec Nathalie Loiseau, députée européenne Renew, présidente de la commission spéciale du Parlement européen sur la lutte contre les ingérences et la désinformation. Vous êtes aussi membre du Parti d'Horizon. On parle de la situation politique en France, Paul. Oui, normalement, à un moment, on va finir par avoir un gouvernement. On ne sait pas si ce sera jeudi ou si ce sera dimanche. Sébastien Lecornu nous fait savoir, Matignon fera sa déclaration de politique générale normalement la semaine prochaine. On ne sait pas quand. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est le fond, c'est son programme. Madame Loiseau, vous qui êtes à la fois ancienne macroniste, devenue proche d'Édouard Philippe, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce programme ? Ce que Horizon attend, c'est de faire au mieux sans pouvoir faire tout ce qui doit être fait. La situation politique est telle que personne n'a la majorité à lui tout seul. Ça veut dire que tout le monde va devoir faire des compromis. Ça veut dire que Sébastien Lecornu est dans une situation qui est compliquée, ça n'échappe à personne. Il a dit lui-même qu'il était le plus faible de la 5e République, il a dit ça au syndicat. Que nous le soutenons parce que nous voulons qu'il réussisse, parce que nous voulons que la France
réussisse. Mais est-ce qu'il pourra prendre toutes les décisions qui sont nécessaires pour notre pays ? À l'évidence, non. Rien de significatif ne pourra se passer avant l'élection présidentielle. C'est regrettable, parce que pendant que nous sommes à l'arrêt ou à petite vitesse... Il ne va rien se passer en France d'ici 2027. De significatif. Quand vous entendez... C'est un peu désespérant. Bien sûr, désespérant non, parce que si vous faites de la politique, vous n'êtes pas désespéré. Mais si vous pouvez pas transformer le réel, pas suffisant, parce que le monde bouge vite, personne ne nous attend. Et pour le moment, nous sommes à petite vitesse, là où d'autres sont à très très grande vitesse. Ouais. C'est aussi une déclaration d'Édouard Philippe qui a un peu agacé les macronistes, le fait qu'il ne se passerait plus rien en France jusqu'en 2027. Édouard Philippe... Vous savez, il dit pas ça pour s'en réjouir, Édouard Philippe, et je vous le dis pas en vous disant que c'est une bonne nouvelle, c'est simplement du réalisme. Et justement, il continue, Édouard Philippe, dans le podcast Legend. Ouais. Il revient sur son départ de Matignon en juillet 2020. Il explique pourquoi, selon lui, il a été remercié à l'époque. Écoutez. Je pense que j'étais de plus en plus Premier ministre et que ce président n'aime pas beaucoup les Premiers ministres. Et il n'a pas envie d'un Premier ministre qui prend beaucoup d'espace. Et que, en effet, avec le temps, j'étais de plus en plus Premier ministre. Emmanuel Macron n'aime pas beaucoup les premiers ministres, encore moins ceux qui prennent de la place. Vous partagez l'analyse d'Édouard Philippe ? En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est pas Édouard Philippe qui est parti, c'est Emmanuel Macron qui a changé de Premier ministre. À un moment où Édouard Philippe était populaire, et populaire d'une manière assez inhabituelle. Il était populaire en plein Covid, vous vous en souvenez. Il était populaire parce qu'il disait la vérité aux Français, parce qu'il allait régulièrement en conférence de presse dire ce qu'il savait, ce qu'il ne savait pas, parce qu'il était sincère. C'est ce moment-là qu'a choisi Emmanuel Macron pour changer de Premier ministre. Et vous pensez que Sébastien Lecornu, il a été nommé parce qu'il ne prend pas beaucoup d'espace ? Je pense que il a du courage d'avoir accepté que beaucoup critiquent depuis le banc de touche en se disant surtout qu'il ne faut pas être appelé parce que c'est trop compliqué. Je pense que ça n'est pas facile. Je pense que il s'est tu pendant 3 semaines. Vous, journaliste, vous le remarquez, et j'allais dire ça vous manque, c'est normal, vous avez besoin de déclarations. Est-ce que les Français n'en avaient pas un peu assez qu'on parle à tort et à travers sans agir ? Il a peut-être eu raison de consulter très largement les syndicats, c'est un peu une nouveauté, de mettre un peu tout le monde devant ses responsabilités. Est-ce qu'on aura une classe politique responsable ? J'espère, j'en suis pas tout à fait sûr. Si on en croit le dernier sondage IFOP sur 2027, c'est pas évident pour vous. Édouard Philippe est clairement à la peine, un décrochage spectaculaire. Il caracolait entre 22 et 26 dans un précédent sondage. Là, on est plus sur du 16-19, à peine devant Raphaël Glucksmann qui fait une percée assez remarquée. C'est le début de la dégringolade pour Édouard Philippe. Écoutez, les sondages, il faut en prendre et en laisser. Vous les prenez quand ils sont bons et vous les prenez pas quand ils sont mauvais. Non, on est en 2025, pas en 2027. Ça dit plusieurs choses. Ça dit la solidité du Rassemblement national. Et que donc je rappelle qu'entre 33 et 35 est cumulé à quasiment 40 si on ajoute Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan. Et que donc une partie des postures politiciennes que l'on constate aujourd'hui sont à côté du sujet. Les chicaneries des uns et des autres, quand on a un Rassemblement national à plus de 30%, on pourrait s'en passer. Ça dit aussi l'éparpillement des voix, parce que vous dites Édouard Philippe est crédité de 16% des voix. C'est le seul qui arrive au deuxième tour face à Jordan Bardella ou à Marine Le Pen. Mais vous, dans le même sondage, vous avez Gabriel Attal, vous avez Dominique de Villepin, vous avez Bruno Retailleau. Je crois que c'est un signal pour tout le monde. Il y a trop de gens qui se voient président de la République dans ce pays. On entend votre signal. Ça dit aussi peut-être de la difficulté de vouloir incarner la rupture quand on a été Premier ministre pendant 3 ans. On en reparlera. Nicolas Sarkozy, ancien président, condamné à 5 ans de prison avec exécution provisoire pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle en 2007. Pour la première fois, un ancien président va dormir en prison. Est-ce que vous faites partie de ceux que cette décision dérange, Nathalie Loiseau ? D'une part, je me réjouis pas de cette décision, parce que vous l'avez dit, un ancien président de la République condamné et devant aller en prison, je ne m'en réjouis pas. Mais je ne supporte pas ceux qui s'en prennent à la justice. On ne commente pas une décision de justice quand on est parlementaire. Je le rappelle parce que sur votre antenne, ils ont été nombreux à venir s'asseoir totalement sur la séparation des pouvoirs. On ne politise pas la justice, on ne s'en prend pas à la justice. Je rappelle que la magistrate qui a prononcé la peine a été menacée de mort. A été menacée de mort. C'est totalement inadmissible. Elle a dit le droit, elle a appliqué
le droit. Et justement, est-ce qu'il faut changer ce droit, Nathalie Loiseau? Certains parlementaires s'interrogent sur l'exécution provisoire. Sébastien Lecornu n'a pas exclu que les parlementaires s'en saisissent. C'est une mesure qui fait que l'appel n'est pas suspensif. Est-ce qu'il faut revenir sur cette décision à l'Assemblée? Est-ce que je peux rappeler que 85% des condamnations à 5 ans de prison et plus sont assorties d'exécution provisoire? Peut-être que ça doit évoluer. Mais si ça doit évoluer pour tout le monde. Mais ça ne doit pas évoluer à vous écouter, du coup. Plutôt non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire un changement de loi pour une ou quelques personnes. On ne peut pas s'apercevoir d'un problème quand ça touche un col blanc et pas quand ça touche d'autres types de Français. Tous les Français sont égaux devant la justice. Pas de traitement différent, on vous entend. Nathalie Loiseau, vous étiez diplomate et en charge du Maghreb quand Muammar Kadhafi est venu à Paris en 2007. C'est un mauvais souvenir. Alors, expliquez-nous justement, vous avez pu observer les liens, notamment entre Nicolas Sarkozy. Ce que rappelle ce procès, ce que rappelle ce jugement, c'est les erreurs de jugement de Nicolas Sarkozy sur la Libye. C'est d'avoir sauté au cou de Muammar Kadhafi. Rien n'était trop beau pour le leader libyen quand il est venu à Paris. Et c'est un mystère pour personne. J'ai été diplomate, j'avais un devoir de réserve vis-à-vis de l'extérieur. Je serais pas venu sur votre plateau pour vous le dire. Mais tout le monde le savait au Quai d'Orsay, que j'étais révulsé par cette invitation, par cette visite et par le traitement qui était fait. Le président a indiqué dans JDD qu'il l'avait reçu pour le remercier de la libération des otages, c'est ce qu'il dit. Et il nous avait demandé de négocier un accord de défense, un accord nucléaire. On déroulait le tapis rouge à Muammar Kadhafi quelques années plus tard, et tournant le dos à toute la tradition française qui s'était opposée à la guerre d'Irak en disant que on ne fait pas la guerre pour renverser un régime et pour créer le chaos. Le même Nicolas Sarkozy s'engage dans une guerre en Libye face à celui qui l'avait encensé, fait tomber Muammar Kadhafi. On paye encore aujourd'hui les conséquences du chaos libyen. Donc si on parle de jugement, parlons des erreurs de jugement de Nicolas Sarkozy, président de la République vis-à-vis de la Libye. J'en garde un souvenir amer. Nathalie Loiseau, comme tous les jours, c'est le moment de la question qui à retrouver sur les réseaux sociaux de France Info. Aujourd'hui, la question qui fait peur. Vous avez été récemment menacé de mort après avoir refusé une minute de silence en hommage à Charlie Kirk, influenceur pro-Trump assassiné. Une minute de silence qui était réclamée par l'extrême droite au Parlement européen. Est-ce que, d'abord, vous pouvez nous donner des exemples de menaces que vous avez reçues? Alors, j'en ai reçu sur les réseaux sociaux et puis par d'autres biais. On va te saigner. Tu es la prochaine, voilà comment je les traite, les gens comme toi, avec une image de revolver. Non, ça ne fait pas peur. C'est fait pour faire peur, c'est fait pour intimider. Mais moi j'ai reçu des milliers, je dis bien des milliers, de témoignages, de messages de Français anonymes, ordinaires, me donnant leur soutien, disant que j'avais bien fait de refuser la trumpisation de notre vie politique. Et ça, je veux dire, c'est réconfortant, c'est du carburant. C'est à ça que je pense en me levant le matin. C'est à cette majorité silencieuse qui n'a pas envie qu'on importe tous les excès des États-Unis dans notre pays et qui a confiance dans des hommes et des femmes politiques qui défendent nos valeurs. Sur X, on peut aussi lire, vous concernant, son tour viendra, on sait où tu habites. Oui, et on sait où tu habites, ouais. On a bien compris que vous étiez soutenu par certains de vos électeurs et électrices, mais est-ce que vous êtes également senti soutenu par vos collègues, par la classe politique? D'abord, j'ai porté plainte et je ne laisserai aucune de ces menaces sans réaction. J'ai porté plainte, le préfet de police est informé. Alors, s'agissant de mes collègues, ceux de mon parti, oui. Mais au Parlement européen, quand je me suis opposée à cette minute de silence, je pensais que je serais une voix parmi 50. J'étais la seule. Sur 720. C'est-à-dire que les violents gagnent, ils font peur? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le bruit des bottes qui me fait peur. C'est plutôt le silence des pantoufles. Pour ça, vous visez qui? Quel groupe? Tous ceux qui ne se sont pas exprimés et qui ont eu peur, parce qu'on me l'a dit à l'oreille. Mais c'est-à-dire que l'extrême droite fait peur concrètement aujourd'hui? On m'a dit, tu sais, tu as beaucoup de courage. J'ai aucun courage. J'ai aucun courage. Si dire que Charlie Kirk est une victime d'un assassinat odieux, mais que ça n'est pas un héros, si c'est du courage, mais alors dans quel monde vivons-nous? Si certains préfèrent ne rien dire et rester planqués dans leur coin, mais dans quel monde vivons-nous? C'est pas pour ça qu'on a été élus. Il y a une brutalisation des rapports politiques? Il y a une tentative d'intimidation.
Moi, j'ai fait l'objet de tout un tas d'intimidations. Quand je voyage, parce que vous m'avez entendu sur la Russie, j'ai pas ma langue dans ma poche. Oui, j'ai fait l'objet de mesures d'intimidation. Un exemple, très rapidement. On a détruit ma chambre d'hôtel quand j'étais au Kosovo. On l'a démolie en mon absence, mais exactement 2 minutes avant que j'arrive. Oui, ça c'est une tentative. C'est ce qu'on appelle quand même une tentative d'intimidation. Bon, je suis toujours là, je vais bien. Merci Nathalie Loiseau d'avoir répondu aux questions de France Info. Un entretien à retrouver sur les réseaux, sur l'application Radio France et sur YouTube. Vous restez avec nous, je vous retrouve dans un instant pour les informer avec Renaud Dely. À tout de suite.